Et cet invité s'appelle Hervé Kozikila. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je l'ai dit en préambule, vous êtes français d'origine congolaise et le côté diaspora, c'est que vous vivez aujourd'hui à Hong Kong, l'un des temples du commerce mondial. D'abord, qu'est-ce que vous y faites à Hong Kong? En quoi consiste votre métier? Premièrement, je travaille pour une banque française en tant que cadre. Et à côté de cela, je suis le cofondateur d'une marketplace, Fidelen. Oui. Donc, en fait, votre sphère d'activité, si j'ai bien compris, c'est le vêtement, le bijou et les cosmétiques. C'est bien cela. Est-ce que enfant, c'était la voie que vous aviez en tête, à peu de choses près ou... Oui, mais tout d'abord, j'avais en tête d'avoir une carrière sportive dans le basketball, puisque j'ai évolué à un niveau semi-pro. J'étais en centre de formation de basket et ensuite en national. Mais ensuite, j'ai... On va y revenir, mais ça, c'était pas, en tout cas, c'était pas dans le commerce que ça qui vous intéresse, c'était l'économie qui vous intéressait. L'économie m'intéressait, oui. C'était un peu les parents, l'influence des parents, puisque mes parents ont pris des études en France, Oui. une fois arrivés d'Afrique, et le père était diplômé d'économie et sociologie. Vous venez des Ulysses, c'est dans l'Essonne, c'est en grande banlieue parisienne. On parle souvent en France, quand on parle des Ulysses, de banlieues difficiles. Est-ce que vous l'avez vécu comme cela? Du tout, puisque je suis né aux Ulysses, j'étais là-bas jusqu'à l'âge de 8 ans, et ensuite je suis passé à Palaiseau, mais de 0 à 8 ans, j'ai pas senti aucune... Palaiseau qui est pas très loin. Pas très loin. J'ai pas senti du tout ce côté péjoratif qu'on donne aux banlieues. Alors vous avez évoqué vos parents. C'est une éducation effectivement assez rigoureuse, presque ferme, et c'est en lien avec votre mère, c'est ça? C'est bien cela, oui, puisque ma mère est une fille de militaire. Mon grand-père était colonel de l'armée sous Mobutu. C'était un proche de Mobutu, l'ancien président du Congo. Et on le voit là, c'est votre grand-père là. Oui, effectivement, qui serre la main au maréchal Mobutu. Il faisait partie des compagnons de la Révolution. Et donc, de là, on a eu une éducation très, on va dire, militaire de la part de ma mère, puisque... Ah oui, militaire, carrément. Oui, avoir 6 enfants, il faut justement inculquer un certain respect de l'ordre et une discipline. Ouais. Sinon, c'est un peu le souk à la maison. Ouais, donc vous étiez 6, effectivement, il fallait gérer ça. Vous êtes l'aîné, c'est ça? C'est bien cela. Et c'est compliqué à gérer quand on est l'aîné? On est un peu, comment dire, on est le modèle, l'exemple. Oui. Donc on se doit d'écouter, d'être automatiquement et rapidement indépendant et responsable. Et donc, puisque quand les parents n'étaient pas là, j'étais l'aîné, donc je devais m'occuper des frères et sœurs. Cette éducation, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit qu'elle permettait de faire la distinction finalement entre le bien et le mal. Et vous m'avez parlé de votre année de seconde, quand vous redoublez, que c'était un élément aussi qui montre bien l'éducation que vous avez reçue. Oui, oui, effectivement, puisque les parents n'étaient pas dans les coups, c'était plus dans le dialogue, la parole. Oui, donc pas de violence. Pas de violence. Oui. Voilà, c'était réellement dans le dialogue. Ils voulaient réellement qu'on soit ouvert, pas d'hypocrisie, transparent. Et donc, je me souviens, ça m'a vraiment marqué quand l'année où j'ai redoublé ma seconde. Mon père, il arrive, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bien commencé, tu as mal terminé, je comprends pas, je te reconnais pas. Crise d'adolescence, etc. Il a utilisé des mots vraiment touchants qui m'ont fait pleurer. Il m'a dit, va dans ta chambre, réfléchis et reviens, on en discute. Et là, j'étais vraiment touché parce que là, je me suis rendu compte que je donnais une mauvaise image à mes frères et sœurs et je me devais de me ressaisir et aller de l'avant. Et donc, c'est un peu un basculement dans la maturité à ce moment-là, c'est ça? Oui. Et donc, vous trouvez évidemment très bien ce type d'éducation, ça vous a servi ensuite? Oui, puisque on m'a inculqué la valeur travail, le respect de son prochain et aussi le respect des aînés. Alors vous avez parlé du basket, on va même parler de la NBA. Vous avez eu envie d'étudier aux États-Unis pour vous rapprocher effectivement de ce rêve de basket. Oui, donc c'est un rêve puisque le seul moyen de conjuguer sport au niveau pour le basketball
Et les études, c'était les États-Unis. En gros, parce qu'ils avaient le championnat universitaire est fait pour, c'est un très haut niveau. Et effectivement, on peut intégrer de très bonnes universités et avoir un diplôme de qualité. Et à défaut d'avoir le rêve américain, finalement, votre envol, vous le prendra forme à Londres, Oui. si j'ai bien compris. Et là, vous dites que vous avez senti une vraie différence de perception avec la France le jour où vous commencez à travailler à Londres. Expliquez-nous. Oui, parce que j'ai vu cette perception. Cette perception, c'était un dynamisme anglo-saxon. Je l'avais perçu déjà en tant qu'étudiant, parce que j'avais passé 4 mois pour mes études. Et ça m'avait vraiment frappé, puisqu'il n'y avait pas de différence. Justement, c'était sur les compétences. Et quand je suis reparti, là, j'étais vraiment stupéfait. Et j'ai ressenti ce dynamisme qui m'a poussé à entreprendre. Alors, vous poursuivez justement l'entreprise, et là, elle nous amène en Asie, à Hong Kong. Pourquoi ce choix de Hong Kong quand la plupart des gens dans des entreprises comme ça, un peu start-up, envisagent Silicon Valley aux États-Unis, par exemple? Hong Kong, parce que j'ai fait Londres, Singapour, ensuite Hong Kong, c'est par les opportunités professionnelles. Et Hong Kong, c'était un choix, parce que j'avais le choix de rentrer à Londres. Et j'ai dit non, Hong Kong, je prends cette opportunité, puisque c'est vraiment une place du commerce international historique, puisque c'est entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et la Chine est en train de construire justement ce qu'on appelle le Silk Belt en anglais. C'est justement ce chemin qui touche ces 3 continents. Donc d'un point de vue commerce et e-commerce, c'est vraiment central et stratégique. Ouais. Parlez-nous justement de votre activité en tant que patron. Parlez-nous des boutiques éphémères. Oui, donc alors Fidelon, c'est l'e-commerce. On a des boutiques en ligne dédiées aux marques indépendantes qui se lancent aussi bien éco-responsables que éthiques d'un point de vue social. Et Ça, c'est très important. c'est très important, c'est vraiment notre motto. Et au-delà du online, comme on dit en anglais, il y a aussi les boutiques éphémères, puisque ce sont des nouveaux créateurs. Donc les produits, on ne les voit pas souvent en boutique, donc nous créons ces boutiques éphémères où les clients ont l'opportunité de toucher et de sentir le produit. Donc c'est important. Donc mettre en confiance le client. Le consommateur. Ouais. Alors votre business, si on en comprend bien votre fonctionnement, s'adresse à des pays qui ont souvent des débits de données très importants. Est-ce que le marché, par exemple, est majoritairement mûr en Afrique pour ça? Il commence, puisque vous savez, bon, le mobile, la pénétration mobile est forte en Afrique. Et justement, on a un site internet qui est, comme on dit en anglais, qui est mobile friendly, c'est-à-dire qui s'adapte à l'interface du téléphone. Ouais. Et donc, en Afrique, il y a énormément de créateurs, donc c'est un peu aussi un appel du pied pour ces créateurs qui se lancent. On dit, bah, écoutez, voilà, on a cette plateforme qui vous permet aussi de toucher d'autres consommateurs au-delà des frontières africaines. Alors très rapidement, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes patron, vous êtes cadre chez BNP Paribas, mais vous avez aussi une casquette humanitaire en lien direct avec le RD Congo. Très rapidement, le droit des femmes, c'est votre leitmotiv également. Le droit des femmes, c'est mon leitmotiv aussi, puisque au Congo, la femme, c'est la colonne vertébrale de la famille. C'est le générateur, c'est le moteur économique, puisque la femme réellement gère la maison, ouais, l'éducation et aussi les finances. Donc là, j'aide la fondation GBS. C'est Georgette Bibé-Songo qui est aussi membre de la famille. Très bien. Qui a lutté pendant 20 ans pour les droits des femmes au Congo. Ouais. Donc elle a réussi à inscrire dans la constitution congolaise 2 articles. Un, l'égalité des sexes entre l'homme et la femme. Et 2, c'est tout crime sexuel est un crime contre l'humanité. C'est une première en Afrique. Hervé Kozikila, co-président de l'entreprise Fidelon, était en portrait dans Diaspora. Merci d'être passé par le journal de TV5.